Aujourd'hui, toutes les cybermenaces sont concentrées sur, allez, on va dire 85% des TPE et des PME en France, avec une rançon moyenne à plus de 50 000 euros. Un des chiffres là qui m'a marqué dernièrement, c'est une entreprise sur deux qui met la clé sous la porte. Donc, on est vraiment là sur un effet de pandémie qui nous attend. J'ai l'habitude de dire que c'est vrai que tant qu'on n'a pas vu la maison du voisin brûler, on s'y attarde pas trop. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a que 1% des TPE aujourd'hui en France qui sont assurés par une assurance spécialisée. Vulgariser le sujet de la cybersécurité n'est pas une mince affaire. Le plus souvent, c'est un sujet jugé complexe, technique et parfois même anxiogène. Il n'y a qu'à analyser la manière dont le sujet est traité dans les médias ou sur les réseaux sociaux. On retrouve systématiquement des codes visuels sombres, anxiogènes, qui évoquent l'agression et la cyberattaque, mais qui ne se placent jamais du côté de la protection et de la cybersécurité. Et c'est pareil avec la manière dont on en parle, qui est trop souvent technique, complexe et très excluante pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le monde du numérique ou qui ne sont tout simplement pas experts sur ces sujets. Avec ce podcast, je m'efforce depuis bientôt 1 an à rendre accessibles les sujets de la cybersécurité au grand public parce que nous sommes tous concernés par le risque cyber, parce que, je le rappelle, nous avons tous un téléphone dans notre poche, un ordinateur et une tablette, et que cybersécurité rime avec prospérité. Pour cet épisode hors série, j'ai eu le plaisir d'accueillir Jérémy Marlin à mon micro, qui essaye lui aussi de rendre ces sujets accessibles à ses publics. Sa méthode à lui, ça a été de coécrire un livre appelé TPE et PME, les oubliés de la cybersureté. C'est une question qu'il pose ici et à laquelle il répond sous un format assez original et qui porte le nom des 10 commandements de la cybersureté. Je vous laisse découvrir cette nouvelle manière de s'approprier les sujets de cybersécurité et il en faut si l'on veut continuer d'évoluer sereinement dans notre monde ultra connecté. Bonjour Jérémy. Salut Leslie. Bienvenue dans le podcast. Je suis ravie de t'accueillir dans le monde de la cyber. Donc pour cet épisode hors série, tu es co-auteur du livre intitulé TPE et PME, les oubliés de la cybersureté, paru chez VA Éditions, dont on va parler donc dans cet épisode. Et tu es également CEO chez Stan. J'ai hâte d'en savoir plus sur le livre, mais avant d'en parler, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu me racontes un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, d'où tu viens, ton parcours, et comment tu en es arrivé à t'intéresser au sujet passionnant de la cybersécurité. Écoute, merci Leslie de cette invitation. Avec plaisir. Je suis un peu impressionné parce que j'ai vu la liste des invités qui sont passés avant moi et je me dis waouh, qu'est-ce que je vais pouvoir bien apporter à tous ces sujets. Je crois que tu as une belle contribution à nous apporter aujourd'hui. C'est justement de ça dont on va parler. Brièvement, moi je suis entrepreneur depuis 5 ans. Voilà, donc j'ai développé une première startup qui s'appelle Cameo. Donc on fait de la formation avec un format un peu innovant puisqu'on va former les cadres de grands groupes à la gestion de projets d'innovation, mais surtout on va les immerger dans des startups. Et lorsqu'on a monté cette startup avec mon associé qui lui est ingénieur informatique, on a décidé d'automatiser le plus d'actes d'administratif en fait. Et donc on a créé ce petit robot qui s'appelle Stan. Mm-hmm. Et depuis maintenant 2 ans et demi, on l'a lancé sur une verticale qui est l'assurance de personnes. Et le boulot de Stan, c'est de sécuriser en fait des données sensibles. Donc on crée des autoroutes numériques souveraines sur laquelle on fait transiter des données sensibles de santé, de RH. Et c'est là où moi je me suis intéressé à la cybersécurité. Je connaissais le concept, mais je ne suis pas un technicien à la base. Et donc, j'ai profité du Covid pour aller me former à l'école de guerre économique, qui justement est une référence sur tout ce qui est intelligence économique, sur tout ce qui est renseignement, et notamment la cybersécurité. C'est là où, du coup, j'ai rencontré mes frères d'armes, avec qui j'ai écrit ce livre-là. Et voilà. Je peux dire qu'aujourd'hui, le monde de la cyber, c'est quelque chose qui est très, très large. Tu le vois au quotidien. On a des techniciens, mais aussi, il faut arriver aussi à avoir des gens qui ont un autre pan qui est plutôt le côté humain. Et moi, je fais plutôt partie de ce camp-là. Tout à fait. Du coup, merci pour cette présentation. On va maintenant parler de ton livre. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de la création de l'ouvrage ? Donc, tu disais que tu as rencontré les co-auteurs de cet ouvrage lors de ta formation. Qui est à l'initiative de ce livre et quel est son objectif ? Alors, on va rendre à César ce qui est à César. On a la chance d'avoir 2 officiers de gendarmerie qui sont qui travaillent sur les sujets de cybersécurité.
Mhm. Il se trouve que notamment le Com Cybergent, alors je crois que vous avez accueilli Le dernièrement général Marc Boger, oui. Voilà, super. Tout à fait. A une mission justement, c'est voilà, d'aider les TPE et les PME. Et c'est là, c'est par ces gens-là en fait que le sujet est arrivé. Et puis moi, nativement, je me suis greffé voilà, à ce corpus. On a également un chef d'entreprise, notre chef d'entreprise qui est dans l'expertise comptable. Donc un tiers de confiance quand même qui est hyper important aujourd'hui dans le maillon territorial. Et puis on a aussi des acteurs du bancaire. Voilà, puisque c'est aussi un autre tiers de confiance. C'est celui qui va gérer les flux de paiement. Et il faut dire qu'aujourd'hui, l'acteur qui est le plus mature aujourd'hui sur les aspects cyber, c'est quand même le bancaire. Et pourquoi le focus sur les TPE et les PME alors ? Parce que, alors moi, d'un point de vue extérieur, un peu de profane à la base, c'est vrai que je suis arrivé sur ce grand marché de la norme. On voit que tout de suite, j'ai vu que tous les gros cabinets de conseil s'y intéressaient, que effectivement beaucoup de choses étaient faites, notamment pour les grands groupes. On s'est aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup de littérature. Alors j'aime beaucoup ce que fait l'ANSSI, cybermalveillance et tout ça, mais au fond de moi-même, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est abordable par le lambda, par le chef d'entreprise qui détient une sandwicherie, qui est indépendant, qui a une petite TPE dans l'industrie? Moi, j'en étais pas certain. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait, on est allé les questionner. Mhm. Et, donc, Vous avez fait un travail de terrain préalable à ce livre. Hyper intéressant parce qu'en fait, les retours, c'était oui, bon, certainement que l'État fait des choses, mais je m'en rends pas bien compte. Ou alors ils disaient, moi en fait, je paye des prestataires pour ça, c'est à eux de me garantir la sécurité. Ou oui, bon, en fait, peut-être qu'un jour ça m'arrivera. Et on se rend compte que finalement, il y a une méconnaissance de ce qui peut exister. Il y a des choses qui sont magnifiques et on le voit. Enfin, je vois ce que peut faire la gendarmerie. Et donc, l'idée de ce livre-là, c'était aussi d'aller vulgariser le propos et d'aller faire une synthèse de tout ce qu'il pouvait y avoir sur le marché, en fait. Justement, on va en parler, mais est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu aurais peut-être quelques chiffres à nous donner sur la cybersécurité chez les TPE et les PME en France ? Ouais, alors les chiffres, en fait, on voit que toutes les semaines, il y a des études qui sortent. Oui. Bon, le chiffre macro voilà, qu'on retient, c'est le marché de la... Comment dire, c'est pas un marché, mais en tout cas, la fraude cyber aujourd'hui, c'est 6 000 milliards aujourd'hui de coûts dans le monde. Il y a une attaque toutes les 11 secondes. On a aujourd'hui toutes les cybermenaces sont concentrées sur, allez, on va dire 85% des TPE et des PME en France, avec une rançon moyenne à plus de 50 000 euros. Et un des chiffres là qui m'a marqué dernièrement, c'est une entreprise sur deux qui met la clé sous la porte. Donc, on est vraiment là sur un effet de pandémie qui nous attend. Et j'ai l'habitude de dire que, en fait, c'est vrai que tant qu'on n'a pas vu la maison du voisin brûler, on s'y attarde pas trop. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a que 1% des TPE aujourd'hui en France qui sont assurés par une assurance spécialisée. Donc, pour toi, là, tu as constaté que les petites et moyennes entreprises ne se sentent toujours pas forcément concernées par le risque cyber, ou tu sens quand même une petite évolution ces derniers temps sur ce sujet-là ? Moi, je pense qu'elles ont autre chose à gérer. Mm-hmm. Et je suis moi-même chef d'entreprise. Et la première chose que je vais faire, en fait, c'est appeler mon expert comptable ou mon banquier. Et c'est eux qui vont me dire, en fait, oui, Jérémy, tu souscris ce contrat-là, celui-ci. Et c'est vrai que quand on est une petite entreprise, on a beaucoup de sujets à gérer et on va plutôt se reposer sur des tiers. Ou alors se dire, voilà, j'ai... Ou sur ton courtier en assurance, là, pour le coup, pour l'assurance cyber, par exemple. Ou un courtier en assurance, voilà, qui est un tiers, voilà. Et qui souvent peut aussi travailler avec l'expert comptable de consort, parce que l'expert comptable ne peut pas tout connaître. Et même eux, ils ont besoin d'être évangélisés voilà, sur le sujet. Et ils ont besoin aussi de produits à proposer aux TPE et aux PME. Je pense que c'est quelque chose que tu constates dans ton livre, qu'on a un gros manque sur ce sujet-là. Ouais, en fait, de ce qu'on dit aussi sur l'assurance, c'est que ça peut pas être... ça va être une vision globale. C'est-à-dire qu'il faut penser aussi à la RC Pro, à la perte d'exploitation, ce genre de choses-là. Nous, ce qu'on constate, c'est que c'est très difficile aujourd'hui d'aller répertorier les offres. Voilà, on ne sait pas qui se positionne. Donc, c'est vrai qu'avoir un acteur central qui va aller faire le travail, c'est aussi intéressant. Mais aussi, de manière un peu, si je dois avoir aussi un avis sur le sujet, pour moi, une assurance cyber ne fait pas tout.
C'est-à-dire que si tu mets pas en place des actions de prévention, de mettre en place des outils, en fait, ça servira à rien. Voilà. Donc, et puis surtout, le sujet, c'est pas de se dire est-ce que je serai touché ou pas, c'est que tu vas être touché. C'est juste de savoir quand. Donc, effectivement. Donc, il faut se préparer à se faire attaquer. C'est vraiment Ouais. le message à faire passer, je pense. Pour apporter, toi, ta pierre à l'édifice et aider, accompagner, on va dire, les entreprises comme la tienne à se protéger contre les risques cyber. Donc, tu as participé à l'écriture de cet ouvrage et dedans, j'ai particulièrement aimé justement la partie sur les 10 commandements. Vous vulgarisez tellement bien le sujet que vous en avez fait des 10 commandements de la cybersureté. Ouais. J'aimerais bien les passer en revue ici, justement, rapidement, pour qu'on puisse apporter quelques petits conseils à nos auditeurs sur des gestes simples à avoir en tête sur la cybersécurité. Déjà, comment est-ce que vous avez eu l'idée de le transformer en 10 commandements ? Alors, je ne sais pas si tu as vu, il y a une subtilité. On n'a pas parlé de cybersécurité, on a parlé de cybersureté. Parce qu'en fait, effectivement, tu te rends compte que le risque, il n'est pas lié que à l'informatique. Il est aussi lié aux risques qui peuvent être humains et au bien. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Et donc, dans ce souci de vulgarisation, on se dit comment demain on peut actionner ces aides-là très facilement. Donc, on a pensé aux 10 commandements de la cybersureté, déclinés avec des fiches, avec des choses qui sont actionnables sur le terrain rapidement. Et qui parlent à tout le monde. Et oui, qui parlent à tout le monde. Et à peu de frais, en fait. À peu de frais. C'est ça qui est le plus important. Donc, le premier commandement, c'est sensibiliser les collaborateurs et les partenaires commerciaux. Ouais. Ça, c'est un vrai sujet. Souvent, quand on reçoit des formations de sensibilisation ou de la documentation, on n'est pas les plus assidus, on n'a pas assez de temps pour les suivre, ou on n'a pas forcément tout de suite les réflexes pour appliquer les recommandations. Est-ce que toi, tu as une vision à partager sur le meilleur moyen de sensibiliser le plus grand nombre aux risques cyber ? C'est jamais simple, mais il faut que tout le monde, quels que soient les acteurs en France, ait conscience il faut qu'on ait une conscience numérique, il faut qu'on ait une hygiène en termes de cybersécurité. Donc, la formation passe par là. Après, je dirais que chacun va y être sensible ou pas, et c'est une question aussi de responsabilité de chacun. On parle effectivement des collaborateurs de l'entreprise, mais il y a aussi les partenaires. C'est-à-dire que aujourd'hui, un grand groupe, on se rend compte que quand il va être attaqué, en général, ça passe via ses prestataires. Et c'est la même chose. Donc, il faut aussi aller cadrer les contrats avec ses partenaires, clients, fournisseurs. C'est important parce qu'à un moment donné, eux aussi gèrent de la donnée. Mais ça peut être tout bêtement un expert comptable, un avocat qui a des données sur vous. Qu'est-ce qui nous assure qu'en fait, il a bien sécurisé toutes ces informations? Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je pense pour moi, il y a vraiment une question de responsabilité de chacun. Une sorte de prise de conscience avant tout. Donc, comme je dis toujours, tant que c'est un peu comme certaines maladies graves, tant que tu n'as pas eu le cas dans ta famille, souvent tu y accordes très peu d'importance. Le deuxième commandement, c'est contrôler les accès aux locaux. Pourquoi est-ce que ça relève de la cybersécurité ou cybersureté de sécuriser les accès physiques aux locaux d'une entreprise ? Alors, tu n'auras pas échappé qu'on parle beaucoup de cloud, de nuages numériques. En fait, ça n'existe pas. Les données sont gérées dans des armoires qui sont bien physiques. Ça ne peut pas être aussi très gigantesque, ce que je veux dire, parce que des fois, des TPE n'ont pas les moyens de grands groupes, mais il faut s'assurer de savoir qui est passé chez toi, en fait. Une main courante, ce genre de choses-là. C'est des choses qu'on voit dans des grands locaux, mais il faut s'assurer que tout le monde ne rentre pas dans ton entreprise comme dans un moulin et qu'on n'ait pas accès à tes caméras, à tes moyens de paiement, à ta caisse enregistreuse. Voilà. C'est juste à ton ordinateur qui n'est pas verrouillé. Voilà, c'est juste des principes de précaution. Voilà. Le troisième commandement s'intitule « Analyser les risques et procédures de remédiation ». Wow. Là, ça devient un petit peu complexe. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Alors, dans les grands groupes, on a l'habitude de tout processiser, de se dire s'il m'arrive tel risque, je fais ça, scénario B, je fais ça, scénario C, je fais ça. Bon, c'est compliqué pour une petite entreprise. Nous, ce
Alors, c'est quelque chose qu'on a vu dans une petite entreprise qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont posés une matinée et ils ont fait comme s'ils étaient attaqués. Voilà. Et ils se sont dit, voilà, qu'est-ce que je dois faire si tout est éteint dans l'entreprise? Est-ce qu'on a une sauvegarde? Qui va racheter des PC? Qu'est-ce qu'on appelle? Qui est-ce qu'on appelle? Qui c'est qui gère la crise? Est-ce que c'est le chef d'entreprise? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qu'on va désigner? Parce que le chef d'entreprise peut-être aura tendance à tout lâcher tout de suite. Et donc voilà, ce petit jeu de rôle, une fois de plus, je vais reciter la gendarmerie nationale, mais ils font un super boulot. Ils ont justement une sorte de pré-audit où ils viennent dans votre entreprise, c'est gratuit, et ils vont faire un listing de tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, avec des axes d'amélioration. Et ça, on peut l'utiliser. Et le quatrième, du coup, on va passer au quatrième commandement, c'est protéger les actifs sensibles. Qu'est-ce qu'on entend par actifs sensibles? Alors, tes actifs sensibles, ça va être typiquement des brevets, ce genre de choses-là. Donc, la propriété intellectuelle aussi. Tout à fait. Et ça peut paraître bête, mais tu as des petites entreprises justement qui investissent beaucoup dans des certificats, ce genre de choses-là. Donc, est-ce que tu les as identifiés déjà? Donc ça, tu peux le faire avec ton expert comptable. Et puis, est-ce que tu vas les sécuriser et comment? Le cinquième commandement, c'est protéger son informatique. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de maintenir un parc informatique à jour? Ouais, je pense que ça peut paraître vraiment... ça peut paraître bateau, mais voilà. Il y a plein de gens qui ne font pas leur mise à jour. Voilà, c'est la mise à jour. Moi, j'ai jamais vu autant de mises à jour sur mon iPhone ces derniers temps. On le voit, c'est des problématiques de sécurité. Et encore, on est très avertis sur le sujet, nous. Mais la première chose à faire, c'est je fais ma mise à jour Windows en bas à droite, la mise à jour de mon téléphone. C'est le basique de chez basique. Avant même de se dire, je vais m'équiper avec un antivirus et autres. Le sixième commandement, c'est faire des sauvegardes. Les sauvegardes, vaste sujet. Alors, qu'est-ce qu'une bonne sauvegarde d'après toi? Et pourquoi c'est important d'en faire? Moi, je l'aurais mis un petit peu plus haut, ce commandement-là. Ouais, alors... l'épidémie de ransomware. Ouais, bien sûr. Années. Et puis après, je sais pas s'il y a une règle. En tout cas, c'est essayer de les multiplier. Avoir une sauvegarde sur site, une sauvegarde qui peut être externalisée sur un disque dur, ce genre de choses-là. Et puis les tester aussi régulièrement. Parce qu'on n'est pas certain qu'elle soit bonne. Donc, ça arrive qu'on croit avoir des sauvegardes et finalement, le jour où on essaye de les restaurer, ça marche pas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis, typiquement, où tu as stocké ton disque dur, il suffit que tu l'aies stocké à un endroit où il y a un peu de magnétisme et tu te retrouves avec un disque dur qui est inexploitable. Le septième commandement, c'est souscrire une assurance. Ouais. Pourquoi c'est intéressant de souscrire une assurance cyber pour une entreprise et quel est le risque pour elle si elle n'est pas assurée le jour où elle se fait attaquer? Alors, j'irai plus loin. Pour moi, il faut qu'elle s'assure de manière globale. On parlait la perte d'exploitation, la responsabilité civile, la responsabilité juridique. Pour ce qui concerne de l'aspect cyber, ce qui est important, c'est d'avoir une aide sur le moment. Parce qu'en général, tu as accès à une assistance avec des gens qui vont te dire où il faut aller, qui vont structurer ta manière d'aborder la crise. Pour moi, c'est le plus important avant même de se dire je vais rembourser une rançon. Parce que c'est pas... moi, je perçois ça un peu comme un pot de miel, si tu veux. Et on dit à ces trafiquants coucou, vous pouvez revenir, ça s'est bien passé, j'ai le chéquier si ça va pas. Mais pour moi, ce qui est le plus intéressant, je pense, aujourd'hui dans ces assurances cyber, c'est d'avoir accès à des experts sur ce type de crise-là que tu n'auras pas sur d'autres contrats. Et je ne vais pas te reciter les chiffres qu'on a donnés tout à l'heure, mais et au vu des montants... Après, l'assurance cyber, c'est pas seulement pour en cas de ransomware, il faut peut-être le rappeler, c'est vraiment pour toutes les cyberattaques. Aujourd'hui, par exemple, la fraude au virement fait des ravages. Il n'y a pas de rançon à payer, mais il y a beaucoup d'argent qui partent sur le compte en banque des attaquants. Mais tu vois, c'est toujours le... Après, il ne faut pas se dire qu'une assurance cyber fera tout. C'est-à-dire que si, de toute façon, tu ne mets pas en place des actions, elle sera... c'est pas qu'elle sera inefficace, mais en tout cas, de toute façon, les assureurs, par défaut, te demandent de mettre en place des choses pour être assurable. Déjà, de base. Donc, se protéger, s'assurer et se préparer à se faire attaquer aussi, comme on le disait tout à l'heure. Et c'est peut-être finalement une bonne manière
pas d'obliger, mais en tout cas de mettre le pied à l'étrier à l'entreprise pour qu'elle elle ait une bonne démarche et qu'elle ait cette conscience numérique. Et ça évite de mettre la clé sous la porte. Ouais, complètement, ouais. Une entreprise sur 2. Le 8e commandement, c'est ne pas négliger la menace interne. Alors, est-ce que ça arrive souvent, les collaborateurs malveillants? Est-ce que tu as un petit exemple à nous donner peut-être? Je ne sais pas si j'aurais un exemple. En tout cas, faut repenser quand même à tout ce qui s'est passé ces dernières années. On a un certain radicalisme qui s'installe aussi de par les anti-masques, ce genre de choses-là. En tout cas, Les anti-masques. je parle de la pandémie du Covid. Ah, par rapport au Covid, d'accord, Voilà. très bien. Où tu peux avoir des collaborateurs justement qui n'ont pas apprécié le fait qu'on leur ait imposé par exemple le masque sur une chaîne de production. D'accord. Donc quelle meilleure manière que de se venger auprès de son patron. Bon bah tu reçois à la limite tu sais ces fameux mails que tu reçois dans tes spams. Bon, tu le transfères sur la boîte mail de ton patron et puis t'as une chance sur 2 pour qu'il clique dessus. Donc voilà, tu t'auras vérolé l'entreprise et C'est vraiment de l'auto-sabotage d'entreprise là dont on parle. ouais, et puis finalement on voit que c'est pas très compliqué à faire, mais après sur d'autres cas c'est aussi typiquement la personne qui va partir avec un fichier client, avec des fiches produits. Donc ça c'est les collaborateurs qui quittent l'entreprise. Ouais. Voilà. Et j'ai un cas très concret qui me revient en tête, c'est une entreprise qui débauche une compétence clé chez son concurrent. Et qui arrive avec la connaissance à Toulouse. Secrète. Donc il arrive, tout se passe bien, et puis non, en fait, ce salarié, au bout de 2 semaines, il repart. Silence radio. En fait, son patron lui a demandé d'aller chez son concurrent. Ouais, encore pire. Et il a récupéré en fait toutes les données internes. Et voilà. On va dire que du coup c'est très rare, mais ça peut arriver, quoi. Ça peut arriver. Très bien. Et le 9e et avant-dernier commandement, c'est encadrer les déplacements professionnels à l'étranger. Pourquoi est-ce que le risque est accru lorsque l'on voyage à l'étranger et à quoi est-ce qu'il faut faire attention particulièrement? On n'y pense pas assez. Alors c'est vrai que toutes les entreprises ne sont pas concernées par ce type de risque. Néanmoins, il suffit de penser au cas d'usage de la société qui va faire un salon professionnel, même que ce soit à Paris où vous allez être mélangé avec d'autres sociétés internationales. Vos données peuvent les intéresser. Et donc, il y a énormément de fiches qui sont faites par pays, justement, où vous pouvez retrouver tous les risques auxquels vous pouvez rencontrer dans certains pays, que ce soit des risques naturels, des risques liés à la sécurité physique, mais aussi à la sécurité cyber. Et ça, c'est très important, justement, de les remettre aux collaborateurs pour qu'ils aient les bons réflexes. Voilà. Il y a justement... il y a pas mal de choses qui sont faites justement par les différents ministères sur ces sujets-là. Et vous avez une obligation en tant qu'employeur justement de faire ces informations-là auprès de vos collaborateurs. Toutes les entreprises ? En tant qu'employeur, oui, tu as une obligation du moment où ton salarié part à l'étranger de l'assurer, mais aussi de lui donner les bonnes informations. Et le dernier commandement, c'est rester vigilant. Donc, un commandement très généraliste. À qui est-ce qu'on donne ce conseil en particulier ici ? Je pense que c'est tous les dirigeants, en fait. Je dirais le conseil le plus pratico-pratique, c'est de suivre Leslie sur LinkedIn. Non. Je ne le fais pas dire. Mais non, cybermalveillance, le Com Cybergende, le Clusif aussi. Ces instances en région justement qui apportent cette vigilance et cette connaissance. Et puis l'ANSSI qui fait des super ouvrages, des guides pratiques sur le sujet. Donc ça, c'est à moindre frais. Vous les suivez sur LinkedIn, vous voyez les news qui passent. Ça permet de s'acculturer petit à petit, d'acheter le livre si vous le souhaitez sur la Fnac. Voilà. Et voilà, donc avec tout ça, normalement, à moindre frais, vous construisez une conscience numérique. Et après, je ne dis pas que c'est la solution, mais il faut pratiquer au quotidien. Oui, finalement, tout le monde est concerné par le risque cyber. Et pour en prendre conscience, il faut s'informer en continu, mais sans pour autant devenir expert sur ces sujets-là. Ouais. Et il faut justement se dire que ce n'est pas quelque chose qui est hyper technique. Voilà, que c'est abordable par tous.
Moi, je sais pas lire, je sais pas écrire une ligne de code, mais pour autant, Moi non plus. Voilà, bienvenue. Et pourtant, on est là, ici, aujourd'hui, ensemble, à parler de cybersécurité. C'est incroyable. C'est ça. C'est possible. Mais non, voilà, je pense que c'est des nouveaux réflexes que notre société doit avoir. Donc, on a fait le tour de ces 10 commandements qui résument très bien les bases de la cybersécurité qu'il faut mettre en place, la cybersureté, quand on est une petite ou une moyenne entreprise. Quelle est pour toi la conclusion que tu tires de ce travail ? Moi, la conclusion que j'en tire, c'est que finalement, vous voyez, quand on réunit des acteurs qui sont tous très différents les uns des autres, que ce soit des représentants des forces de l'ordre, de l'entrepreneuriat comme moi, ou même des gens issus du monde bancaire, on arrive à trouver un consensus, on arrive en fait à mobiliser les forces. Et c'est ça qu'on dit dans le livre, c'est à un moment donné, c'est renforcez-vous avec un écosystème, et il n'y a que comme ça que vous arrivez à nourrir les choses en fait, à nourrir votre conscience en fait. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jérémy, d'être venu nous parler du livre dont tu es le co-auteur. Donc, je rappelle son titre TPE et PME, les oubliés de la cybersureté, paru chez VA Éditions. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut le trouver ? À la Fnac, Amazon, et puis effectivement sur la page de VA Éditions. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Et bonne lecture à tous nos auditeurs. À bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Monde de la Cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.